Nous sommes 6 ans après les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Paris. Des hommages ont été rendus hier aux victimes. Le ministre de l'Intérieur et la maire de Paris, notamment, se sont recueillis devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et au magasin Hypercacher. 17 personnes avaient perdu la vie entre le 7 et le 9 janvier 2015. Ces commémorations ramènent au cœur du débat la question terroriste et celle de la justice. Jean-Pierre Albertini, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes une victime du terrorisme qui a frappé la France en 2015. Votre fils Stéphane a été tué dans les attentats de novembre et vous avez sorti ce livre « Mourir au Bataclan » chez Mareuil Éditions. Ange Mancini, merci à vous aussi d'être avec nous. Ancien policier, premier patron du RAID, l'unité d'élite de la police française. On le voit, hein, la menace terroriste plane toujours sur la France. On l'a encore vu avec l'attaque dans une église à Nice, avec l'assassinat de ce professeur Samuel Paty. La menace est là, mais est-ce qu'elle a changé de visage ? Écoutez, la menace évolue toujours et je crois que ce qui fait la force des unités spécialisées comme le RAID, c'est d'être capable et en mesure de s'adapter à cette évolution. Dans les années 80, nous avions des attentats, mais qui étaient organisés par des structures parfois d'État, très bien ciblées. Là, on a affaire à des gens qui s'auto-animent en regardant des émissions télé. La menace est plus diffuse. Elle n'est pas moins grave, mais elle est encore plus difficile à combattre. Et je rends vraiment hommage aux différentes forces de l'ordre, de sécurité, aux différents groupes spécialisés comme le RAID, qui ont su, 35 ans plus tard, puisque le RAID a été créé il y a 35 ans, être toujours à la pointe du combat. Et est-ce que la France est toujours sous la menace ? Parce que là, on parle d'une menace peut-être plus diffuse, c'est les mots que vous employez, mais est-ce qu'on risque de gros attentats encore ? Écoutez, ça, c'est ce que j'appellerais de la science-fiction. On ne peut pas dire à l'avance. Bien sûr qu'on risque. Le risque est toujours présent, permanent, tout le temps actif. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ensuite il y a un passage à l'acte effectif. On s'aperçoit d'ailleurs que souvent on est à la limite entre le psychiatrique et l'espèce de vision qu'ont des gens de la destruction de la société. Et donc, on ne sait pas trop comment s'organiser pour lutter là-dessus. Et donc, il faut être constamment en alerte, ce qui ne veut pas dire avoir constamment peur, bien au contraire. Il faut être lucide, être attentif, regarder tout ce qui peut attirer l'attention et être un vecteur d'information pour tous ceux qui sont appelés à combattre ces dérives. Jean-Pierre Albertini, est-ce qu'à chaque fois qu'un nouvel attentat se produit, ça résonne en vous très particulièrement ? Oui, évidemment. Ces jours-ci, nous commémorons les attentats de janvier 2015 qui étaient dirigés vers des cibles représentatives, en fait, des symboles républicains. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ces attentats de janvier 2015 ont fait 17 tués. Mais on oublie toujours les 200 victimes, et notamment les 17 pupilles de la nation liées à cet attentat de janvier. Et en ce qui concerne ma famille, comme celle des 130 familles endeuillées le 13 novembre, il y a eu bien sûr 131 morts au total, plus de 500 blessés, mais il y a eu aussi, au total, je crois, évalué par l'enquête parlementaire, 4000 victimes au total. Pardonnez-moi, vous vous considérez, vous, comme une victime ? Bien évidemment. Il y a les victimes, il y a malheureusement les morts, il y a les blessés, il y a les endeuillés, et il y a après tous les blessés psychiques. Et il y a surtout, enfin, en ce qui me concerne et ce qui concerne le livre que j'ai écrit, il y a les orphelins, puisque mon fils, qui est décédé au Bataclan, avait lui-même un enfant de 4 ans, qui aujourd'hui en a 9, et on oublie souvent ces victimes indirectes. Et quand j'ai écrit le livre, c'était effectivement pour que mon petit-fils connaisse son histoire, l'histoire de sa famille, mais aussi l'histoire de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert à cette occasion-là, c'est que nous sommes des victimes innocentes et des victimes en quelque sorte expiatoires d'un conflit entre la foi et la loi. La loi qui est représentée par nos élus, nos gouvernants, et la foi
qui est en France, enfin la foi musulmane, puisque c'est celle-là qui nous intéresse, la foi musulmane qui est représentée par les imams. Et on voit la difficulté, les conflits qui existent entre la foi et la loi. Je prendrai pour exemple, et non seulement entre ces deux grands acteurs, mais aussi à l'intérieur de chacun des deux camps. Je prendrai pour exemple actuellement le CFCM, qui est donc le Conseil français du culte musulman, et qui est censé écrire une charte pour le Conseil national des imams. Et on voit bien la difficulté qu'il y a à l'intérieur même des imams français pour se mettre d'accord sur une charte donc de la formation des imams et qui soit respectueux de la loi. Et récemment, il y a eu donc le grand responsable de la mosquée de Paris qui a quitté ce groupe parce qu'il estime qu'il y a des forces islamistes poussées par des forces étrangères qui ne conviennent pas pour faire une vie commune entre musulmans français et le peuple. Alors évidemment, c'est toute cette question du séparatisme, c'est toute cette question très sensible aussi. Attention, islamisme, terrorisme, ça n'est pas l'islam. Je vous voyais acquiescer en écoutant M. Albertini. Oui, parce que c'est très vrai ce que dit M. Albertini. Il y a bien sûr les victimes directes du terrorisme. Alors évidemment, le nombre est peu important par rapport à l'ensemble. Le pourcentage est faible. Mais il n'y a pas que ces victimes-là. Il y a bien sûr toutes celles qui sont autour d'eux, leurs parents, leurs amis, tous ceux qui sont frappés, touchés, leurs enfants. Et je crois que c'est cette émotion-là qui est beaucoup plus importante, parce que c'est celle-là qui fait souffrir aussi. Ce sont des émotions qui font souffrir. Et sur la question du séparatisme qui était évoquée à l'instant, est-ce qu'il faut une loi ? Écoutez, il y a tellement déjà de textes et de lois en France, je crois que si on appliquait déjà celles qui existent de façon simple, normale, ce que fait d'ailleurs l'État et le gouvernement depuis toujours, parce que finalement, on est à une époque extrêmement grave et difficile en matière de terrorisme islamiste ou autre, on oublie que ça a déjà existé et qu'à chaque fois, l'État a réussi à maintenir, contenir et je dirais faire disparaître toutes ces menaces. Parce que, quoi qu'on en dise, pour surtout les partisans des soi-disant États forts, vous savez, les dictatures, les tyrannies, ça ne dure jamais très longtemps. La tyrannie communiste du XXe siècle, ça a duré 80 ans. Dans l'histoire du monde, c'est peu de choses. Ça permet de prendre un petit peu de recul. Les démocraties ont une force, une puissance extraordinaire. Parce que finalement, leur capacité, c'est celle de s'adapter en fonction du moment présent. Et jusqu'à présent, et je pense que ça va toujours continuer, les démocraties sont toujours sorties vainqueurs de ces genres de menaces. On parlait des victimes tout à l'heure. Vous avez été directeur du renseignement. Est-ce qu'il y a eu des ratés au moment des attentats en 2015 ? Est-ce que ces morts auraient pu être évitées ? Sans vouloir refaire l'histoire, bien sûr. Écoutez, tout ça, c'est trop facile de toujours dire pour être évité ou pas évité. S'il n'y a pas eu des ratés au niveau du renseignement, c'est une des critiques qui était apparue à ce moment-là. Non, mais absolument, ça, si vous voulez, le renseignement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à synthétiser. Et ensuite, évidemment, le renseignement, il ne se base pas que sur des éléments statistiques. Il faut qu'il s'applique à des réalités. Or, le problème, c'est que le renseignement peut être parfait, mais si on n'a pas le moment, le lieu et les individus pour passer à l'acte, on ne peut pas l'éviter. Donc, ce n'est pas un raté, si vous voulez. C'est simplement qu'il y a parfois des choses où on est obligé de courber l'échine parce que ça nous arrive de façon inattendue, mais que la force, c'est de pouvoir se rattraper et de pouvoir mettre en place des éléments qui permettent d'éviter que ça se reproduise. Alors, cette année, il s'agissait de la première cérémonie de commémoration des attaques de janvier 2015 depuis le procès. Mi-décembre, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité contre 13 personnes reconnues coupables d'avoir assisté les auteurs. Jean-Pierre Albertini, le procès des attentats de novembre s'ouvrira en septembre. Vous en attendez quoi ? Écoutez, au départ, je n'en attendais pas grand-chose parce que mon fils est mort et il n'y a pas grand-chose à espérer
en ce qui le concerne. Et puis après réflexion, je me suis dit que peut-être c'était un moment important pour comprendre les tenants et les aboutissants, d'en apprendre plus sur justement ce conflit entre la loi et la foi dont je parlais tout à l'heure. Et justement, vous avez posé la question concernant la loi. Actuellement, comme vous le savez, il y a un projet de loi qui au départ s'appelait « Loi contre le séparatisme » et qui, après des recherches sémantiques, s'est appelé loi pour conforter les principes républicains. Et il y a déjà à l'intérieur donc du Parlement des députés qui s'élèvent contre des insuffisances de cette loi. Par exemple, on oublie de parler des universités, des clubs sportifs, on oublie de parler de la formation et du contrôle des imams, et puis aussi de la prison et de la radicalisation en prison. Et pour finir, de la sécurisation des frontières, puisqu'on a vu que les 3 derniers attentats étaient effectivement le fait. Vous parliez des prisons. En tout, 20 personnes vont être jugées devant la Cour d'assises spéciale de Paris, dont Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos. Est-ce que vous espérez ou vous redoutez cette confrontation ? Au début, je ne pensais pas assister au procès. Et comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a des enseignements à en tirer, parce que ce sera quand même un procès historique qui va rester dans les annales. Et donc, j'espère qu'à l'issue de ce procès, la loi aura le dessus sur la foi. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Albertini d'avoir été avec nous. Et Ange Mancini, je signale ce livre, Histoire du raid, illustré, que vous co-signez aux éditions Mareuil. Merci à vous aussi. À très bientôt. Merci à vous.